Chapitre 1. Le Gallois de la forêt perdue. Ce matin-là, en pays de Galles, le jeune homme partit dès que l'aube commença d'éclairer les arbres et de blanchir le ciel. Il emporta 3 javelots à son habitude et monta son cheval préféré, un chasseur, à la fois puissant, vif et docile, capable de tenir une bonne allure quelles que soient les difficultés et les pièges du terrain. Il le talonna, et ils partirent allègrement sur les sentiers de la forêt perdue. Le jeune homme portait des vêtements de toile grossière et solides, que sa mère, qu'on appelait la veuve de la forêt, taillait et cousait elle-même. Dans cet accoutrement et avec sa chevelure blonde embroussaillée, il avait l'air d'un jeune sauvage, d'une sorte de bel animal farouche et indiscipliné. Il trottait entre les arbres, sourire aux lèvres, narines palpitantes, heureux de cette belle automne, maître devant Dieu de cette forêt où il avait grandi, seul, auprès de sa mère. Rien ne le contentait davantage que ces courses matinales à la poursuite du gibier, parmi les odeurs d'humus et de feuilles tombées, et le réveil du chant des oiseaux. La matinée se déroula comme de nombreux matins qu'il passait à la chasse. Personne n'était plus habile que lui au lancer du javelot. Quand un vol de perdrix ou de faisan se dispersait soudain devant son chasseur, dans un frénétique battement d'ailes, il atteignait à tout coup sa cible. Le soleil n'était qu'à mi-chemin de midi qu'il avait déjà empli sa gibecière. Il repéra les fumées d'un chevreuil, prit sa trace, tomba bientôt sur des brisées, toutes fraîches. Sa joie d'être là, d'être lui-même et de chasser décupla. Il allait trouver une proie à sa mesure. Quelque temps plus tard, il sut, à la fraîcheur des fumées, que le chevreuil n'était plus très loin. Il s'immobilisa et regarda autour de lui. Puis il ferma les yeux, releva la tête, huma l'air. 18 ans passés dans cette forêt lui avaient donné l'odorat d'un loup. Par-dessus l'odeur forte de son cheval et celle des feuilles mortes en décomposition, il perçut le parfum violent et inquiet du chevreuil. Il rouvrit les paupières et s'apprêtait à prendre la direction de l'ouest lorsqu'un bruit le surprit. C'était plus qu'un bruit. C'en était 10, 20, le son très reconnaissable des sabots de plusieurs chevaux martelant le sol de la forêt. Mais aussi celui nombreux des heurts du métal sur le métal ou contre le bois des branches. Et s'approchant de l'endroit où il s'était arrêté, ces bruits métalliques devinrent un vacarme inquiétant, comme d'une troupe traversant la forêt à sa rencontre. Le jeune homme, inquiet, tapota l'encolure du chasseur et lui murmura « As-tu déjà entendu une chose pareille ?» Le cheval, à son tour, fut pris d'inquiétude. « Je sais, dit le jeune homme, je sais. Ma mère, depuis toujours, me parle des diables qui hantent parfois la forêt. Je la croyais plus, mais il semblerait bien qu'elle ait raison. » Il caressa son chasseur entre les oreilles pour l'apaiser. « T'en fais pas, elle m'a toujours dit que pour me défendre des démons, il fallait que je fasse le signe de la croix, que ce simple geste vers Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ me protégerait. » Il saisit l'un de ses javelots et l'assura fermement dans son poing. « Ma mère est une femme, elle a des terreurs de femme. Je ne ferai pas le signe de la croix. Qu'ils viennent les démons et les diables, mes javelots les attendent. » Sur sa droite, parmi les chênes, apparurent des cavaliers. Ils étaient 5. Le jeune homme mit son bras en position afin de frapper le premier qui serait à sa portée. Ils avançaient toujours au trot, droit sur lui. Ils quittèrent la pénombre des futaies les plus denses et jaillirent dans la lumière tranquille du matin. Le jeune homme retint son bras, stupéfait. Ce n'étaient pas des démons. Les cavaliers étincelaient dans les raies obliques du soleil. Ils portaient des côtes d'un métal brillant, d'un blanc d'argent, et suspendus à leur cou ou à leur selle, de grandes images ovales où l'éblouir le même blanc, le même argent, et des bandes de vermeil, d'écarlate et d'azur, le dessin d'un animal dressé sur ses pattes arrière, les fleurs dorées en forme de fer de lance.
Le jeune homme reposa son javelot contre sa cuisse et murmura au chasseur. Pardieu, ce ne sont pas des créatures du diable, ce sont des anges. Je n'ai jamais rien vu de si beau et de si fascinant. Pardonne-moi, mon Dieu, d'avoir confondu tes créatures avec celles de Lucifer. D'un geste sec, il planta son javelot au sol. Puis il descendit de son cheval, et alors que les 5 cavaliers le rejoignaient, il mit un genou à terre. Humble, il courba la tête. Le premier cavalier retint sa monture et fit un signe aux 4 autres. Ils s'immobilisèrent à quelques mètres du jeune homme. « Hé, toi, relève-toi. Nous ne voulions pas te faire peur. » Le jeune homme garda cependant la tête baissée et dit « Je n'ai pas eu peur. J'ai honte. J'ai failli vous embrocher comme de vulgaires faisans. » Après un instant de surprise, les 5 cavaliers se mirent à rire. Le jeune homme, qui n'avait jamais imaginé que les anges pussent rire, leva sur eux un regard étonné. « Vous ne m'en voulez pas ?» « De quoi ?» demanda en souriant le premier des cavaliers. « Tu nous as épargnés, si j'ai bien compris. Hein ? Nous ne pouvons que t'être reconnaissants. Allez, relève-toi. » Le jeune homme obéit lentement. Il n'était pas d'un caractère à obéir si vite, mais toute cette aventure le dépassait. On ne rencontre pas tous les jours une quinzaine d'anges dans la forêt perdue. Il vit alors que chacun d'entre eux portait à la ceinture une longue épée, dont la garde était une croix. Je vous avais pris pour des démons, des créatures de Lucifer, tant vous faisiez du bruit. Je saurais maintenant que les anges sont bruyants, comme des diables. Mais les démons ne sont-ils pas des anges déchus ? Il s'approcha du premier cavalier. « Êtes-vous l'archange Michel ou l'archange Gabriel ?» lui demanda-t-il. Celui-ci le dévisagea un instant, puis se tournant vers ses compagnons déclara « Quand je l'écoute, je comprends pourquoi on appelle cet endroit la forêt perdue. » Tous éclatèrent de rire. Le jeune homme rougit de colère. Ce n'auraient pas été des anges. Il se serait vexé et les aurait affrontés, javelot au poing. « Pour des anges, dit-il, néanmoins, je vous trouve agaçant et sans miséricorde. »« Ah !» s'exclama un autre des cavaliers. « Ce garçon est naïf, mais susceptible. Prenons garde à nous, messieurs, ironisa-t-il. »« Allons, allons, dit le premier cavalier, rassurons-le. » Il s'accouda à l'encolure de son rond sein, pencha le visage vers le jeune homme. « Tu m'as flatté, je l'avoue, en me prenant pour l'archange Gabriel, mais je ne m'appelle que Gauvin, chevalier du roi Arthur. »« Chevalier ?» Le jeune homme hocha longuement la tête. « Et qu'est-ce que c'est, chevalier ?» demanda-t-il enfin. « Ce que nous sommes. »« Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si c'est vous ressembler, s'exclama joyeusement le jeune homme, je veux bien devenir chevalier. Comment fait-on » Gauvin, Bréhu, Yvain, Galéo et Caradigas, c'était leur nom, éclatèrent de rire à nouveau. « Écoute, dit Gauvin, j'ai l'impression que ce serait un peu long à t'expliquer. Nous en discuterons plus tard. En attendant, je voudrais te poser une question. As-tu vu ce matin un chevalier comme nous, mais au haubert d'or, passer sur un cheval noir ?» Sans écouter, le jeune homme s'était approché de la monture de Gauvin. Il désigna la lance accrochée à la selle. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Un grand javelot ? Il doit être difficile à lancer. »« Oh, vous êtes fort comme 3 hommes !» Gauvin sourit. « Cela s'appelle une lance. Et pourtant, cela ne se lance pas. »« Alors, à quoi ça sert ? » ?»« Quand tu seras chevalier, tu l'apprendras, » tenta d'éluder Gauvin. « Réponds d'abord à ma question. As-tu vu passer ici un chevalier doré sur un destrier noir ?» Le jeune homme ne semblait pas prêter la moindre attention aux questions de Gauvin. Il examinait la lance, les yeux ronds, la bouche dédaigneuse. « Qu'est-ce qu'une lance qu'on ne peut pas lancer ? Je crois, monsieur, que mes javelots valent 1000 fois mieux que votre lance. Et ça, poursuivit-il en touchant l'écu de Gauvin, qu'est-ce que c'est ? » Gauvin soupira. « Dis-moi, as-tu grandi comme une bête dans cette forêt que tu n'es même pas capable de répondre aux questions qu'on te pose ? Et vous, monsieur, pourquoi ne répondez-vous pas aux miennes ? » Le calme et la patience de Gauvin étaient
proverbiaux. Un autre que lui aurait frappé le rustre insolent et poursuivi sa route. Il prit la peine d'une explication. « Très bien. Ce que tu touches là se nomme un écu. Cela me sert à me protéger au combat. » Le jeune homme fit un pas en arrière. « Comment ?» se moqua-t-il. « Vous avez une lance que vous ne lancez pas et un écu pour vous protéger. Oh, vous êtes un peu bizarre, monsieur, si je puis me permettre. Hein, parce que moi, avec un seul javelot, je vous tuerai plus vite que vous ne pourriez vous protéger de votre écu. » Pour la première fois, Gauvin dévisagea véritablement le jeune homme, lequel lui fit une curieuse impression. À la fois d'une grande sottise, qui n'était peut-être que de l'innocence, et d'une grande noblesse de cœur. Il choisit de ne pas se vexer de la remarque et de tenter d'en savoir plus sur ce jeune homme, de haute taille, bien découplé, au regard direct et clair, qu'on aurait pu croire de bonne naissance et d'excellente lignée s'il n'avait pas porté ses hardes de forestier et n'avait montré si peu de politesse dans sa conversation. « J'ai une autre question, dit-il. Peut-être répondras-tu à celle-là ? Comment t'appelles-tu ? » Perceval, répondit le jeune homme en relevant fièrement le front. Perceval ? De qui es-tu le fils et le neveu ? Je suis le fils de ma mère, monsieur, et le neveu de personne de ma connaissance. Cette réponse fit encore rire les chevaliers et les assura qu'ils n'avaient affaire qu'à un manant quelconque, quoique bien plus insolent qu'ils n'en avaient jamais rencontré. Tout garçon de bonne naissance connaît ces deux lignées, la paternelle, même s'il n'en est pas l'aîné, et la maternelle, qui fait d'un neveu l'égal d'un fils. Gauvin tira sur la bride de son roncin. « Eh ben, jeune Perceval, je te souhaite de rencontrer la prochaine fois des chevaliers aussi peu susceptibles que nous, sinon... »« Sinon quoi, monsieur, voulez-vous dire que je serai obligé de me servir de mes javelots ?»« Si je t'en laisse le loisir. Allez, finis de bavarder, tu nous as assez divertis. » Gauvin fit un signe à ses compagnons. « Repartons. » Perceval saisit soudain la monture de Gauvin par le mors, le contraignant à s'immobiliser. « Une dernière question, monsieur. Pourquoi portez-vous cette chemise de maille de fer ? » ?»« C'est un haubert, tous les chevaliers en portent. »« Par crainte des coups, monsieur ?» Piqué au vif, Gauvin frappa du pied l'épaule du jeune homme qui chancela, mais ne lâcha pas le mors. « Écarte-toi et sois moins arrogant, ma patience a ses limites. » Maintenant, toujours d'un point ferme le cheval, Perceval posa tout à coup la pointe de son javelot sur la poitrine de Gauvin. « Je ne prétends pas, monsieur, que ma pointe puisse transpercer ce que vous appelez votre haubert, mais... » Brusquement, il releva son arme droit sur le visage du chevalier. « Je marchais à peine, monsieur, que je tuai un sanglier à 20 pas. 3 dans l'œil. » Gauvin, furieux, saisit dans sa main gantée la hampe du chavelot. « Écoute-moi, Perceval, tu n'es qu'un petit gallois de la forêt. Nous pourrions te punir définitivement de ton insolence. Nous le devrions. » Il lâcha le javelot que Perceval rabaissa contre sa cuisse, nullement impressionné, mais attentif et curieux plutôt. L'affrontement l'amusait. Il se demandait jusqu'où ce faux diable, faux ange, vrai chevalier, mais qu'est-ce qu'un chevalier, hein ? Eh bien, qu'est-ce qu'il était capable de faire pour tenter de lui faire peur ? Perceval, jamais, n'avait eu peur. Depuis son enfance, folle et libre dans la forêt, il avait croisé aussi bien des sangliers solitaires que des meutes de loups et des bandes de brigands. Rien, ni personne que quelques cris d'assaut et d'imparables jetés de javelots ne l'avait réduit à sa merci. « Pourquoi ne le tentez-vous pas, monsieur ?» Sans répondre, Gauvin fixa ses yeux dans ceux aussi clairs qu'innocents de ce Perceval qui le défiait. Il se dit soudain, avec un pincement au cœur, qu'il n'avait jamais croisé dans le regard d'un jeune homme tant d'arrogance depuis sa rencontre, des années plus tôt, avec le jeune Lancelot, qui ne se nommait alors que l'Enfant. « J'ignore, dit-il, si tu es plus téméraire que bête, ou l'inverse. J'estime ton courage, et donc pardonne ta bêtise. » Le poing bien serré sur son javelot, Perceval fit 3 pas en arrière. «
Je vais vous épargner, monsieur, car vous m'avez fait réfléchir. Un sanglier aurait-il pu me parler comme vous le faites? J'aurais moi aussi estimé son courage et pardonné sa bêtise. Et peut-être aurais-je voulu me faire sanglier. Or, vous n'êtes pas sanglier, monsieur, mais chevalier, m'avez-vous dit. Je veux devenir chevalier. Ce n'est pas si facile que tu sembles le croire, mais d'abord, pourquoi veux-tu devenir chevalier? Pour étinceler, comme vous, et que, traversant une forêt, on me prenne pour un démon, puis pour un ange. Cette fois, malgré qu'ils en eussent, les chevaliers se retinrent de rire. Cela s'appelle de la vanité, petit gallois de Perceval. Un chevalier doit être fier, mais humble. Perceval fit une moue dubitative. Vous ne m'avez pas l'air si humble que ça, monsieur. Si je ne l'étais pas, tu serais déjà mort. Vous ou moi? Qui sait, répartit Perceval sans se démonter. Expliquez-moi plutôt comment je vais devenir chevalier. Depuis que je vous ai vu, il n'y a rien au monde qui me fasse plus envie. Un autre des cavaliers s'avança près de Gauvin. Il était jeune, mince, et d'une mine souriante et fraîche. « Je m'appelle Gallehaut, dit-il. Je suis un chevalier nouveau. J'ai reçu à la dernière Saint-Jean la collée du roi Arthur. C'est ainsi qu'on devient chevalier. »« Où est ce roi Arthur? Et qu'est-ce que c'est, la collée ?»« Une gifle que tu accepteras sans y répondre. »« Jamais !» s'exclama orgueilleusement le jeune homme en faisant un pas en arrière. « Donc, dit Gallehaut, que la conversation amusait, quand, pour te faire chevalier, le roi Arthur te giflera, tu le frapperas en retour? Et il vaudrait mieux pour lui qu'il sache se défendre, s'écria Perceval indigné. Alors, tu ne seras jamais chevalier. Ah bon? Fit Perceval décontenancé. Il prit le temps de réfléchir. Il demanda enfin: Mais c'est quoi un roi? Quelqu'un qui a le droit de te gifler sans que tu te défendes? Bon, alors plutôt que chevalier, je préfère être roi. Sa réplique déclencha quelques rires. Mais c'est impossible, dit Gallehaut. Mais tout est possible, s'exclama Perceval. Tuer un étourneau en plein vol est possible. Les écuyers et les sergents de ma mère me l'ont toujours dit. Mais je peux tuer un étourneau en plein vol. Regardez! Il leva tout à coup les yeux vers les futaies de la forêt, où passait une bande d'oiseaux gris-beige, petits et rapides. Personne, aucun des chevaliers ne vit le javelot quitter la main de Perceval. Pourtant, l'instant d'après, il retombait dans la clairière, la pointe ensanglantée. Peu après, un oiseau décapité s'abattait devant les chevaux de Gauvin et de Gallehaut. C'était un étourneau. « Alors ?» demanda simplement Perceval. « Alors ?» répliqua Gauvin qui gardait les yeux fixés sur le javelot et l'étourneau, n'en revenant pas d'un tel exploit. « Tu viens de prouver l'impossible. » Pourtant tu ne pourras être le roi. Démontrez-le-moi, dit Perceval. Non mais il n'y a rien à démontrer, les choses sont ce qu'elles sont, les rois sont des rois, les chevaliers des chevaliers, et les gallois de la forêt des gallois de la forêt. Néanmoins, intervint Gallehaut, il est vrai que rien n'empêche un gallois de devenir chevalier. Il faut que tu ailles voir le roi Arthur et lui en présentes la requête. Mais où est-il, ce roi? Je veux porter les mêmes armes que vous, je veux avoir l'air d'un ange. Je vais te l'apprendre, dit Gallehaut, mais, reprit Gauvin, dis-nous d'abord si tu as vu passer l'homme dont je t'ai parlé tout à l'heure. Celui qui vous ressemble, mais dont le destrier est noir et le vêtement d'or? Tu as tout compris. Eh bien, Perceval sauta sur son chasseur qu'il montait à cru. Allons poser la question aux serfs de ma mère, dit-il. Ils labourent depuis l'aube. Ils auront mieux vu que moi. Nous te suivons. Perceval mit son cheval en travers de celui de Gauvin. Vous me donnez votre parole, monsieur, de m'apprendre comment devenir chevalier. Mais oui, tu as ma parole. Allons! Les 5 chevaliers suivirent le jeune gallois par des sentes à travers la forêt qu'ils n'auraient pu découvrir ni deviner eux-mêmes. Le soleil était à son plus haut quand ils franchirent l'orée des derniers chênes et galopèrent dans des champs où de nombreux paysans travaillaient. Dès qu'ils entendirent le bruit du galop, puis virent la troupe fondant sur eux, les serfs prirent peur. Les jeunes filles et les femmes se mirent à courir, s'enfuyant vers l'est où se trouvait leur village.
Les hommes empoignèrent leurs fourches et s'apprêtèrent, farouches, à défendre cette terre qu'ils labouraient, ensemençaient, dont ils tiraient récolte et subsistance, contre les cavaliers. Puis Bertrand, l'homme fort du village, reconnut Perceval, leur jeune seigneur, chevauchant en tête. Il commanda aux fourches de s'abaisser. « Bertrand, ces messieurs ont une question à te poser. Réponds-leur comme tu me répondrais. » Perceval avait immobilisé son chasseur à la limite du champ labouré. Les chevaliers s'arrêtèrent, demeurant derrière lui. Bertrand, la fourche sur l'épaule, s'avança de quelques pas. « Je n'ai qu'une question, l'homme, lui dit Gauvin. As-tu vu ce matin passer un chevalier en haubert d'or sur un destrier noir ?» Bertrand regarda Perceval, son jeune seigneur, pour savoir quelle devait être sa réponse. Le jeune homme hocha la tête. « N'aie pas peur et dis ce que tu sais. » Alors Bertrand, après avoir planté sa fourche dans la terre fraîchement remuée, tourna le buste vers les contreforts des montagnes qui barraient l'horizon. Il tendit la main dans leur direction. « Un chevalier d'or et son cheval noir sont passés ce matin. Si vous avez de bons yeux, messieurs, vous pouvez les voir encore remonter la crête. » Perceval, Gauvin, Galehaut et les autres chevaliers levèrent le regard vers la ligne sombre des montagnes. Ils y discernèrent la minuscule silhouette d'un cheval, d'un homme à cheval. Ouais, le cheval était noir. Et passant soudain dans le soleil, le haubert de son cavalier brilla, comme de l'or. « C'est lui !» s'exclama Gauvin, « c'est Mordred ! Allons-y !» Les chevaliers talonnèrent leurs montures qui avancèrent de quelques pas dans les champs de labour. Perceval claqua vivement des lèvres. Son chasseur bondit et se plaça au travers de leur route. « Hé là, doucement, messieurs, dit le jeune homme. Nous devons d'abord nous entendre sur deux choses. La première, c'est que ces paysans travaillent pour ma mère et que vous ne piétinerez pas leur labour. La seconde est que vous me devez le nom du château où je trouverai ce roi Arthur qui me fera chevalier, s'il ne me gifle pas trop fort. » Ce disant, il avait empoigné l'un de ses javelots. Gauvin, Galehaut et leurs compagnons retinrent leurs chevaux en bordure des champs labourés. « Va à Carduel, dit Galehaut. C'est quoi, Carduel ? Le château où tu trouveras Arthur. Où est-il ? As-tu déjà vu la mer ? Non. C'est quoi la mer ? Oh, tu le sauras quand tu auras trouvé Carduel. » Perceval brandit son javelot. « Monsieur, et vous vous moquez de moi ? Mais pas du tout, prends la direction du sud. Et ensuite, demande où est Carduel, on te répondra. » Après une hésitation, Perceval rangea son javelot dans son carquois. Les chevaliers dirigèrent leurs ronçins le long des champs labourés, vers le chemin qui menait aux premières pentes des montagnes. « Messieurs, leur cria Perceval quand ils furent déjà loin, pourquoi poursuivez-vous ce chevalier d'or au destrier noir ? » « Parce que nous sommes des chevaliers d'Arthur, lui répondit Galehaut, que nous voulons éviter la guerre et le saccage. » « Mais qu'est-ce que c'est la guerre et le saccage ?» Mais le vent d'automne enleva d'une bourrasque 1000 feuilles mortes et la question de Perceval. Longtemps, il regarda les chevaliers s'amenuiser jusqu'à atteindre le chemin des lignes de crête. Loin devant eux, au sud-est, le haubert de Mordred lançait parfois un éclat d'or dans le soleil. Il avait plusieurs heures d'avance sur ses poursuivants.